Mesdames, Messieurs, c'est un réel bonheur de vous retrouver pour cette édition du Prime sur votre chaîne Dash News. Le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement a récemment approuvé un financement en faveur du Cameroun. L'institution financière arabe dote Yaoundé de près de 80 millions d'euros, soit un peu plus de 52 milliards de francs CFA. Le Cameroun veut investir dans la production locale du riz de manière à stopper sa dépendance aux exportations. Stéphane Dibébé. L'objectif de ce programme gouvernemental est de doter la production locale de cette céréale et de se faire réduire les importations massives qui obèrent les réserves en devises, contribuant ainsi à creuser le déficit de la balance commerciale du pays. Selon l'Institut national de la statistique, le riz et le poisson congelé sont les principaux produits alimentaires importés au Cameroun. Pour le premier semestre 2021, le riz, à lui tout seul, représentait 5% de l'enveloppe globale des importations du Cameroun, chiffrée à 1824 milliards de francs CFA pour 5,07 de tonnes de marchandises. Afin de satisfaire une demande locale sans cesse croissante et face à une production locale qui tourne généralement autour de 100 000 tonnes chaque année, les autorités camerounaises annoncent des importations de 400 000 tonnes de riz pour le compte de l'année 2022 courante. Ces importations, qui surviennent dans un contexte de hausse généralisée des coûts mondiaux et des tarifs du fret maritime, devraient se faire en franchise des droits de douane et d'autres redevances portuaires. Les syndicats et le patronat camerounais s'engagent dans la lutte contre les inflations des prix des denrées de base. Ils approuvent tout de même les avancées opérées dans le monde du travail à travers le dialogue social. Des syndicalistes qui ont toutefois suggéré leur implication dans la résolution des problèmes des travailleurs, notamment l'immatriculation qui assure la sécurité sociale. Rostand Obama. L'inflation générale au Cameroun est au centre de cette session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Cette fois, le comité apporte du nouveau pour penser la stratégie de lutte contre cette crise en mettant le cap sur la fixation des prix des produits de consommation. Là-dessus, le ministère du Commerce relève qu'aucun prix n'est arrêté sans avoir au préalable passé un dialogue social avec la Ligue des consommateurs. Pour faire mieux, les syndicats suggèrent également leur présence dans ce processus. Les travailleurs comme les employeurs ont attiré l'attention du ministère du Commerce de leur absence quand il faut décider sur les prix. Parce que c'est vrai, on dit la société civile, on va souvent prendre les consommateurs, les associations de consommateurs, mais les premiers concernés par les prix au Cameroun, c'est le patronat et les travailleurs. Les autres viennent après. Donc je crois que le ministère du Commerce a compris que dorénavant, il faudrait que ces personnes soient sur la table. Un autre sujet est également sur la table du comité, la déclaration des employés qui jusqu'aujourd'hui connaît des blocages suite aux mauvaises pratiques majoritairement attribuées aux employeurs. Pourtant, chaque travailleur devrait être déclaré et immatriculé afin d'assurer sa sécurité sociale, dont une pension retraite. Les syndicalistes souhaitent également rejoindre la lutte. On a demandé au gouvernement de faire en sorte que de plus en plus les syndicats soient impliqués dans le cadre de la lutte contre ce problème de non-immatriculation des travailleurs. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun texte au Cameroun qui dit que le syndicat peut dénoncer un employeur. Au point d'honneur à cette 33e session, la mention faite des avancées connues aujourd'hui dans le monde du travail à travers le dialogue social, notamment la revalorisation des 6,5% du salaire dans le secteur des banques et la poursuite des concertations pour l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Des concertations nécessaires à mener le plus souvent pour apaiser le climat social au Cameroun. Nous restons au Cameroun et on s'intéresse au développement des collectivités territoriales décentralisées, mais davantage à la formation des agents employés par les communes du pays. Les membres du conseil d'administration de la NASLA, principale structure chargée de leur formation, ont récemment exigé des formations de haut niveau axées sur la recherche. Seul moyen, d'après les membres du conseil de la NASLA, d'avoir dans les années à venir des agents aguerris sur le terrain. Larissa Libom. La situation financière 2021 de la National School of Local Administration, en abrégé NASLA, a été examinée lors d'une réunion des membres du conseil d'administration à Buea. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Tanyetikou Bayi, le directeur général, revient sur les principaux problèmes auxquels l'institution fait face. Nous sommes dans le cadre d'une session du budget pour les franges de gestion et
directeur général devrait rendre compte au conseil d'administration afin que nous puissions informer le ministre de tutelle financière sur ce que nous avons pu faire effectivement avec le budget qu'il a mis à notre disposition. Au vu de nombreux dossiers, un fonds de dépenses a été estimé à plus de 3 milliards de francs CFA pour son fonctionnement et plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement pour le budget 2021. Au cours de cette rencontre, 2 projets de résolution ont été adoptés, notamment le projet de modification du plan de recrutement de l'exercice 2022 et la nomination de nouveaux responsables de la NASLA. Le personnel a émis d'autres recommandations visant à augmenter ses propres revenus dans les domaines de la formation, de la recherche et de la coopération. Le conseil de la session du conseil d'administration, session ordinaire de ce jour, était consacrée principalement à l'examen du compte administratif, du compte de gestion, du rapport annuel de performance, ainsi que du rapport d'exécution du budget du contrôleur financier de la NASLA. En plus de cela, nous avons eu l'examen de résolutions portant sur le règlement intérieur du personnel de la NASLA. Des résolutions qui interviennent à un moment où le gouvernement exhorte les administrateurs locaux et régionaux à donner la priorité au recrutement de diplômés de NASLA dans les institutions publiques camerounaises. À ces résolutions présentées au cours de la réunion s'ajoute celle du gouvernement présentée lors de la réunion nationale de décentralisation du 16 juin 2022, exhortant la NASLA à organiser des concours d'entrée dans cette école pour les années académiques à venir. Le 9 juillet 2002, les chefs d'États africains réunis à Durban, en Afrique du Sud, décidaient de la création de l'Union africaine. L'organisation, de par ses statuts, devait travailler au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. 2 décennies d'existence qui n'ont pas porté de fruits. L'opinion africaine parle d'une organisation axée sur les discours plus que sur les actes. Une inaction qui a effrité au finish la confiance des Africains en une institution qu'ils qualifient ironiquement de budgétivore, dénuée de pouvoir véritable. 9 juillet 2002. L'Afrique applaudit la naissance de l'Union africaine. Les chefs d'État africains sont d'accord. L'OUA a travaillé pour les indépendances. La nouvelle institution qui voit le jour, présentée comme plus forte, sera la réponse aux conflits et autres crises qui se multiplient sur le continent. Seulement, 2 décennies se sont écoulées et l'opinion africaine a tôt fait de déchanter. Née des cendres de l'OUA, l'Union africaine en phénix a visiblement hérité de son impotence. Succession des coups de force sur le continent. La voix de l'Union africaine peine à faire écho. Face à son incapacité à agir, certains n'ont pas tardé à l'assimiler à une marionnette entre les mains des chefs d'État africains. Au Cameroun, par exemple, les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest se préparent à vivre une 6e année de crise anglophone. Pourtant, en 2019, Moussa Faki séjourne dans le pays. L'opinion camerounaise s'attend alors à un arbitrage de l'Union africaine, ce qui tarde toujours à arriver. Le gouvernement du Cameroun gère la crise anglophone de sa manière, mais l'Union africaine ne s'est jamais prononcée. Je me demande si ça existait ou ça n'existait pas. Même silence observé dans le conflit au Tigré et bien d'autres. En 20 années d'existence, les États membres de l'Union africaine sont encore incapables d'autofinancer l'organisation. Elle continue d'ailleurs de dépendre financièrement de l'Union européenne, allant jusqu'à calquer son modèle de fonctionnement à celui de l'institution européenne. Un mécanisme qui a fait naître des institutions plus budgétivores que pertinentes. On a l'exemple du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, vieux de 19 ans, qui jusqu'ici reste méconnu du grand public, pourtant présenté par ses statuts comme un instrument d'auto-évaluation des pays membres de l'Union africaine. À côté du MAEP, on s'interroge aussi, quel est le véritable impact des 200 parlementaires du Parlement africain? Presque invisibles, ils observent sans plus les manœuvres de certains chefs d'État du continent
qui multiplie les stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Des exemples parmi tant d'autres qui ont fini par étioler la confiance des Africains en cette institution finalement sans pouvoir. Nouveau départ pour le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Les deux hommes ont officiellement enterré la hache de guerre après avoir été acquittés d'une peine de 20 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. Vital Kamerhe et le chef de l'État ont échangé pendant 3 heures à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le 28 juin. Des retrouvailles vues par certains comme le signe d'un grand retour en politique de l'ancien directeur de cabinet. Larissa Libom nous en dit plus. Arrêté le 8 avril 2020 et condamné à 20 ans de prison avec l'entrepreneur libanais Jamal Sami pour le détournement d'environ 50 millions de dollars, Vital Kamerhe a été mis en liberté le 23 juin 2022. Après 2 ans de détention, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi renoue avec son chef de l'État. Les deux hommes se sont rencontrés le 28 juin à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa et passé près de 3 heures à discuter, comme une façon de raviver la flamme de leur relation. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. Ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Le président de l'Union nationale pour le Congo risquait de passer plus de 20 ans en prison et s'est vu acquitté pour faute de preuves de toute accusation, ce qui a fait l'objet d'une grande célébration pour sa famille et ses amis, particulièrement heureux de l'avoir de nouveau parmi eux. Selon Kamerhe, le partenariat entre son parti et Tshisekedi sera désormais assez fort pour braver tous les obstacles. Il faut dire que beaucoup perçoivent ces retrouvailles comme le signe d'un grand retour en politique de l'ancien directeur de cabinet. L'ancien chef d'État angolais José Eduardo dos Santos a mis en soins intensifs à Barcelone, en Espagne. L'information a été confirmée par son fils José Filomeno dos Santos le 28 juin dernier chez nos confrères de la télévision portugaise. Une situation qui vient mettre un terme aux rumeurs sur son état de santé fébrile depuis 2019. Serge Bertrand ici. À 79 ans, l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos se trouverait entre la vie et la mort. Son état de santé est critique. Selon le quotidien portugais Expresso, il est sous soins intensifs au centre médical Tecnon de Barcelone. Depuis une semaine maintenant, les informations qui filtrent sur son état sont alarmantes. Sa santé se dégrade, ce qui pourrait justifier le déplacement en Espagne ce 29 juin du ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio, chargé de suivre la situation. Il est prévu une réunion entre la famille de l'ancien chef d'État et l'équipe médicale chargée de son suivi en Espagne. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola entre 1979 et 2017, avant de s'exiler à Barcelone au mois d'avril 2019. Il est rentré au pays en septembre 2021, le premier retour depuis son départ du pouvoir. Et durant ce séjour, il avait reçu à 2 reprises l'actuel président João Lourenço avant de repartir à Barcelone pour sa prise en charge médicale.